BFM Business, BFM Crypto, le club. Nos trois experts qui vont nous répondre donc sur le potentiel des cryptos. Valentin Demey, Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Alexandre Stachenko vient de nous rejoindre également. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous retrouver en direct, expert crypto. Et Laurent Pignot pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Et la réponse à la question, est-ce que le Bitcoin parvient à préserver cette barre des 30 000 reconquise il y a quelques jours? La réponse est oui Laurent. On est toujours à plus de 30 400 $ en ce moment. Et oui, effectivement, le Bitcoin se stabilise au-dessus des 30 000 $. On gravite autour depuis une semaine, après avoir connu finalement une semaine exceptionnelle la semaine dernière, en inscrivant une hausse de plus de 7% sur le Bitcoin, notamment grâce à l'engouement des institutionnels pour le BTC, avec plusieurs géants de la finance traditionnelle qui ont déposé leur demande d'ETF spot Bitcoin, notamment BlackRock, ce qui a été principalement le catalyseur de cette hausse la semaine dernière. Mais voilà, depuis, le Bitcoin se stabilise un petit peu au-dessus des 30 000 $. Il reste au contact de cette zone. Donc, il revient sur ce palier d'échec du mois d'avril, où là aussi, le Bitcoin n'a pas réussi à dépasser franchement ce seuil au-dessus des 30 000 $. Donc, il faut dire que ce prix psychologique des 30 000 $ est un niveau technique très important pour ceux qui regardent les niveaux de prix justement sur le Bitcoin, puisqu'en plus d'être la zone d'échec du mois d'avril, c'est aussi le palier qui n'a pas tenu en juin 2022 lorsque le Bitcoin s'est effondré de 30 000 à 20 000 $. Mais surtout, c'est aussi les plus bas annuels de toute l'année 2021, avec ces fameux 30 000 $ qui ont fait support tout au long de l'année, en janvier, en mai, en juin, en juillet. À chaque fois, le cours du Bitcoin a rebondi, repoussé par les acheteurs sur ce niveau. Donc au final, c'est dire à quel point cette zone est cruciale d'un point de vue technique, cette zone des 30 000 $. Donc jusqu'à présent, on reste au-dessus. Dans un scénario haussier, le Bitcoin rattrape avec du volume les 33 000 $, ce qui permettrait d'atteindre la prochaine résistance qui représente donc les plus bas de janvier 2022, autour des 33 000 $. Et dans l'autre sens, repasser sous les 28 000 $, viendrait invalider la hausse de la semaine dernière, ce qui ferait passer le Bitcoin une nouvelle fois dans une dynamique baissière à court terme sur le plan technique. Du côté de l'Ether, est-ce que vous voyez, alors l'Ether qui n'a pas autant progressé ou rebondi que le Bitcoin, est-ce qu'il a reconstitué du coup des forces pour reprendre l'avantage, le dessus? Comment est-ce que vous voyez son potentiel en tout cas? Oui, effectivement, comme vous le disiez, Bitcoin, Guillaume, l'Ether est moins attractif que le Bitcoin pour l'instant sur un plan technique. Même si dans le sillage du Bitcoin, il a repris plus de 10% la semaine dernière, il échoue pour l'instant à dépasser là aussi un niveau technique qui a repoussé à maintes fois l'Ether par le passé. C'est cette zone des 1 900 $ qui bloque toujours et qui n'arrive pas à être franchie. Il faudrait que le Bitcoin repasse au-dessus des 1 900 $ pour repasser dans une dynamique haussière. Mais pour l'instant, on dirait bien que tous les yeux sont tournés sur le Bitcoin pour l'instant. Merci beaucoup. Laurent Pignot avec nous depuis Zone Bourse. Les cryptos, c'est aussi de la géopolitique. D'ailleurs, il y a quelques minutes, Joe Biden, le président américain, qui s'est exprimé sur le conflit en Ukraine. Il qualifie Joe Biden, Vladimir Poutine, de paria, ce sont ces termes, c'est un paria qui perd clairement la guerre en Ukraine. Voilà ce que dit il y a quelques minutes Joe Biden. Valentin, il s'est passé aussi des choses absolument insensées le week-end dernier en Russie, cette tentative de coup d'État, cette rébellion, cette mutinerie. Bon, les Russes se sont réfugiés, pendant que Wagner progressait vers Moscou, se sont réfugiés manifestement vers les crypto-monnaies. C'est ce que révèlent les données on-chain. C'est ce que révèlent les données on-chain, effectivement, et surtout vers certains types de crypto-monnaies, les stablecoins, et particulièrement puisque c'est ces stablecoins-là qui composent la quasi-totalité des stablecoins aujourd'hui en circulation. Les stablecoins dollars, a priori davantage l'USDT qui est aujourd'hui très clairement ultra majoritaire sur le marché des stablecoins dollars. Et donc, on a vu une augmentation significative des volumes entre les paires en Russie, donc le rouble et l'USDT, sur les quelques plateformes qui restent en Russie, puisque comme ils ont été bannis de beaucoup, ils ont eu beaucoup de sanctions de la part forcément de l'Union européenne et d'autres puissances, il reste très peu de plateformes. Mais sur celles qui restent, voilà, les volumes ont été multipliés par 4. Alors on va donner quelques chiffres, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est quand même assez significatif la multiplication par 4. On est passé de 4 millions à 15 millions du coup de volume entre la paire rouble et l'USDT sur ces plateformes-là. Et donc c'est le plus haut niveau jamais atteint depuis la fin 2021. Donc ça fait quand même un moment qu'on n'a pas atteint ces volumes-là. Et surtout, vraiment, ça a été condensé sur ce week-end uniquement, par peur de cette insurrection, de passer directement en dollars. Et on voit bien la facilité que ça a été de le faire sur des blockchains, sur des plateformes d'échange entre stablecoins. C'est toute la puissance de ces tokens-là qui suivent du coup, pour le coup, le cours du dollar.
Alexandre? Non, mais c'est ce qu'on avait constaté déjà, alors pas forcément dans des contextes aussi graves que celui d'une guerre ou d'un coup d'État au milieu d'une guerre, mais je me souviens qu'il y avait déjà eu une explosion du volume, par exemple, sur le pound avec Bitcoin et les stablecoins, lorsqu'il y avait eu des rumeurs de faillite des fonds de pension notamment. Et donc, de manière générale, même si pour l'instant c'est pas systémique, on sent qu'à chaque fois qu'il y a une secousse ou une potentielle secousse de nature majeure, donc voilà, une faillite de fonds de pension, c'est pas une guerre, mais enfin c'est pas non plus quelque chose de négligeable, eh bien il y a une forme, en tout cas une partie des gens qui se réfugient dans les cryptos. On l'a pas vu sur le plafond de la dette américaine en revanche. Non, parce que en fait, beaucoup de gens, je pense, mais de toute façon, c'est ce que j'avais dit aussi, c'est que c'était une forme de théâtre. Tout le monde sait que de toute façon, le plafond sera remonté. Donc, il y a une forme de sauce qui monte à chaque fois. Ouh là là, mais ils ne veulent pas, ils sont pas sérieux, nos adversaires politiques. Puis à la fin, bon, le plafond est remonté, quoi. On va parler aussi des devises numériques. Chacun s'y met. Même la Banque nationale suisse est en train d'avancer. Vous allez nous l'expliquer dans un instant, Valentin. Mais ici en Europe, la Commission européenne présente aujourd'hui son plan pour l'euro numérique. Plus que le comment, c'est peut-être le pourquoi. Pourquoi l'euro numérique? C'est à cette question, en tout cas, qu'il faut peut-être prioritairement essayer de répondre. L'euro numérique, effectivement, alors on sait que maintenant que ça s'appellera a priori Cash Plus. C'est le nouveau petit nom qu'on a appris en fin de semaine dernière. D'accord. Et là, effectivement, on en connaît un peu plus sur ces sujets-là. C'est toujours la même volonté. Alors la volonté publique et politique, c'est de continuer à donner un peu de sens à l'euro, qui est la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde. On le sait, on ne peut pas perdre cette place-là. Effectivement, il y a aussi les enjeux que la Chine est très avancée sur ces sujets. On va le voir dans quelques secondes, la Suisse s'y met. Bref, tous les États ou tous les conglomérats d'États s'y mettent avec leur monnaie numérique de banque centrale et donc publique. Attention aussi aux stablecoins privés, c'est aussi pour concurrencer ça. On vient de parler de l'USDT, c'est presque 90 milliards d'euros aujourd'hui sur les blockchains, sachant que le marché global c'est 1000 milliards, donc ça fait quand même une place importante. Donc pour tous ces sujets-là, il semblerait qu'en 2027-2028, ça fait longtemps qu'on le sait, on est donc cet euro numérique qui s'appellerait Cash Plus, qui serait peut-être plafonné à 3-4 000 euros par personne, pour ne pas concurrencer les banques commerciales. C'était la grande crainte également de ce côté-là. Donc c'est encore un peu flou. Beaucoup s'interrogent, surtout au côté allemand, de l'utilité réelle. Je sais que tu as une position très particulière et tranchée sur ce sujet, d'ailleurs Alexandre, contre les monnaies numériques de banque centrale, qui pourraient effectivement être un outil parfait pour déjà gérer comment on va émettre cette monnaie, peut-être mettre des dates de péremption, bref, la monnaie programmable, on en parle beaucoup sur ce plateau, donc c'est une vraie crainte. L'utilité est en train d'être recherchée, mais en tout cas, de la part de la puissance publique, c'est clairement de concurrencer les monnaies privées et les autres États comme la Chine qui s'y mettent très clairement. Exactement, parce que si le yuan numérique monte en puissance, il pourrait faire passer l'euro au rang de non plus deuxième, mais troisième monnaie mondiale. Attention. Pas forcément. Alors déjà, rappelez une chose, parce que souvent le côté, on agite le chiffon des monnaies privées. Rappelons que la monnaie aujourd'hui à 90% est déjà privée quand elle est émise par une banque commerciale. Donc il n'y a pas ce chiffon de monnaie privée qu'on agite tout le temps. Aujourd'hui, les pièces et les billets, effectivement, c'est de la monnaie banque centrale. Le reste, sur des comptes bancaires, c'est déjà de la monnaie privée. Donc effectivement, le sujet des MNBC, c'est un sujet sur lequel effectivement j'ai une position assez tranchée. Je pense qu'aujourd'hui, la balance risque-bénéfice, on n'arrive pas à identifier les bénéfices potentiels, et je ne suis pas le seul à le dire. Certains députés, Valentin parlait des Allemands, effectivement, qui sont positionnés là-dessus parce qu'ils ont aussi une histoire particulière. Ouais. Et les risques, par contre, eux, ils sont clairement identifiés. Monnaie programmable, fondante, conditionnalité des achats, etc. Et ce qui me fait peur, c'est que souvent, l'exemple qui est pris, c'est effectivement celui de la Chine, où on dit toujours la Chine est en avance, la Chine est en avance. La Chine est aussi en avance sur le contrôle social. J'ai pas spécialement envie de rattraper la Chine sur tous les sujets. Donc ça, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles je suis plutôt hostile à ce sujet-là. Je pense qu'il a trop de risques. Certes, mais pour des raisons de souveraineté, il faut faire attention au yuan numérique, et c'est pour ça que l'euro numérique est peut-être nécessaire. Pas forcément, parce que pas être déclassé à l'échelle mondiale. La Chine a aussi son propre Internet. Est-ce une raison pour fermer aussi de notre côté notre propre Internet, à censurer tout le monde, etc. Je pense que c'est un sujet qui est plus large que les cryptos, parce que c'est un sujet qui est très actuel en ce moment. Je rappelle par exemple qu'aujourd'hui le Sénat a validé la proposition de loi qui permet d'activer à distance les appareils électroniques de tout le monde, sauf certaines professions, dont bizarrement les membres du Parlement. Mais en tout cas, on est dans un contexte plus général où les dérives de surveillance sont très importantes, et donc il faut se poser la question tous ensemble, est-ce que c'est vers là qu'on veut aller? Et moi, ma réponse, elle est non. Mais Alexandre, vous êtes ringard. Même la Banque nationale suisse s'y met. Fait un pas de plus aujourd'hui, Valentin, c'est vrai. Oui, effectivement. Alors eux, pour le coup, ils ont assez tranché. En tout cas, la première partie, c'est leur monnaie pour le gros. Ce qu'on appelle le gros, effectivement, on le sait, on a commencé à en parler souvent, c'est tout ce qui est utilisé par les États, les entreprises et les institutions privées dans le monde de la finance, et pas l'euro numérique ou la monnaie numérique de banque centrale de détail qui est utilisée dans ce qu'on vient de parler là par le citoyen au quotidien. D'ailleurs, une information qu'on a appris aussi hier, ou il y a très récemment, c'est qu'on pourra utiliser ce cash plus sans Internet.
ce qui était effectivement l'un des sujets et l'un des paris. Ça avait été pris dans d'autres pays du monde. On sera a priori capable de le faire avec cet outil. Si on va jusqu'au bout, ce sera voilà. Ils le promettent. Ils le promettent et dans tous les cas, ça sera tranché à l'automne, puisque là, effectivement, il s'agit de la Commission européenne et des envies de chacun qui sont des envies politiques. Donc, à voir comment ça se traduit. Et effectivement, là, pour la Suisse, c'est surtout la monnaie donc de gros qui va être testée, grandeur nature. Je cite donc par le président de la Banque nationale suisse. Ce n'est pas seulement une expérience. Cette fois-ci, c'est de l'argent réel équivalent aux réserves bancaires et l'objectif est donc de tester les vraies transactions avec des acteurs du marché sur la bourse nationale. On verra bien qui s'en sert, qui s'en saisit. Mais en tout cas, effectivement, là, le pari est fait sur la monnaie numérique de gros, ce qui ne posait pas forcément beaucoup de problèmes dans les discussions des MNBC. Là où il y a un vrai point d'interrogation sur la protection de la vie privée et l'utilisation réelle et l'intérêt, c'est sur l'utilisation du citoyen. Mais parce que les MNBC de gros sont en réalité assez peu une évolution. Hein. Il y a tout un branding dessus pour dire c'est génial, c'est révolutionnaire. Dans la réalité, c'est ce que fait déjà SWIFT, c'est-à-dire des échanges interbancaires. Exactement. Donc là, on a rebrandé le truc en disant ça va être plus efficace, etc. Peut-être, pourquoi pas. Mais ce n'est pas un enjeu de sécurité nationale, c'est un enjeu d'optimisation bancaire. Oui, après, les devises numériques de banque centrale permettront peut-être de se transférer de l'argent sans passer par Visa, par tous ces intermédiaires. Déjà faire aujourd'hui avec des virements. Ouais, mais ça coûtera peut-être moins cher, ce sera plus rapide. C'est pour ça que je dis qu'il y a un enjeu. Normalement, tout le sujet autour de l'open banking ces dernières années de la DSP2 était censé aussi nous aider à nous émanciper de Visa et Mastercard. Mais à partir du moment où aujourd'hui, même les néobanques, même certaines banques tout court d'ailleurs, mettent de plus en plus, il y en a certaines qui enlèvent le petit sigle CB maintenant pour se dédier uniquement à Visa et Mastercard. En fait, on ne peut pas avancer dans les deux directions. Dans tous les cas, effectivement, il y avait une consultation publique il y a presque un an maintenant et la première volonté des gens qui avaient répondu, il fallait aller chercher cette consultation publique pour pouvoir y répondre. Mais les gens qui ont répondu, la première demande, c'était qu'elle soit à minima anonymisée. Ça pourrait aller dans ce sens-là. Par contre, l'information qu'on a, c'est que ce ne sera pas une blockchain publique, ce sera un truc très centralisé. La BCE nous garantit qu'elle ne fera pas de traçabilité sur les transactions. On demande à vérifier comment ça s'incarnera, cette discrétion. Et ça serait sur des seuils autour de 50 €. Là où on le sait, sur le cash, c'est jusqu'à 1 000 €. Donc déjà, on divise exponentiellement cette capacité à faire un paiement discret. Rien ne change pour que tout change finalement. Mais en tout cas, voilà, ça sera un débat très important, 2027-2028 pour l'euro numérique de détail potentiellement. On va passer de ces grandes questions monétaires aux grandes questions plus largement financières. Vous souhaitiez, Alexandre, nous interpeller aujourd'hui sur un événement majeur. Exactement. Oyez, oyez, braves gens. Réjouissez-vous, car la semaine dernière se tenait à Paris un événement révolutionnaire. Les sans-culottes avaient leur prise de la Bastille. Nous avons notre prise de la Bourse. Les 22 et 23 juin dernier se tenait le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Un événement absolument révolutionnaire, un nouveau pacte. Ça rebat les cartes, ça réinvente le pacte financier mondial. Alors pourquoi un tel événement ? Je vous cite quelques verbatims des organisateurs, à savoir le gouvernement français. Et donc je cite, parce que l'état actuel de la coopération entre États n'est pas satisfaisant et que sur les défis globaux, le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, les pandémies, le retour de la pauvreté extrême, les solutions ne peuvent être globales. Pour que les financements soient au rendez-vous, il faut, tenez-vous bien, à la fois changer d'échelle et de méthode. Fin de citation. Quelle radicalité dans le propos. Une refonte totale donc, changer d'échelle, de méthode, revoir le système financier de fond en comble. Tout va changer, personne ne sera épargné. Et les organisateurs persistent et signent, je cite, 80 ans après la conférence de Bretton Woods, il est grand temps de réformer le système financier international. On se sent petit face à une telle ambition et face à l'histoire. Valentin, je vois des étoiles dans vos yeux. Il manie l'ironie, Alexandre. Son propos est ironique. Il ne va pas y avoir de révolution mondiale demain. Non, mais je le voyais à la fois inquiet et enthousiaste. Je suis toujours un spectateur très conquis des différentes prestations d'Alexandre. Mais il n'y a pas Michel Sardou aujourd'hui. Je suis un peu déçu. Dommage. L'éther derrière est très beau. Ce sommet pour transformer la finance mondiale, donc, sur lequel on vous sent effectivement très, très ironique, vous nous le disiez, il intervient 80 ans après la conférence de Bretton Woods. On peut peut-être rappeler ce en quoi consistait, ce que devait apporter Bretton Woods. Tout à fait. Alors c'est une conférence qui a eu lieu en 1944 aux États-Unis entre les puissances majeures de la planète pour élaborer un nouveau système financier mondial et monétaire à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette conférence, elle a abouti à 3 choses rapidement: la création du Fonds monétaire international, la création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement qui par la suite évoluera en Banque mondiale, et l'avènement du système monétaire de Bretton Woods dans lequel le dollar devient l'étalon mondial et la réserve internationale
international, le seul à être convertible en or à taux fixe. Et ce système, il a été détruit, comme vous le savez, par les États-Unis en 71, puisqu'ils ont fait défaut. Et depuis, la monnaie s'est émancipée des contraintes du monde physique. Donc depuis 71, il n'y a plus de système monétaire international organisé, mais le FMI et la Banque mondiale ce sont des émanations de Bretton Woods qui, elles, ont survécu au passage du temps, en tout cas pour l'instant. Donc pour résumer pour nos auditeurs, 3 choses sont nées de la cuisse de Bretton Woods: un système monétaire autour du dollar, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Exactement. Eux sont toujours là. Voilà. Exactement. Et devinez qui est invité pour réinventer un nouveau Bretton Woods. Eh bien, je vous le donne en mille, le FMI et la Banque mondiale. Et quel est le seul sujet financier qui n'est pas évoqué durant les 2 jours que dure le sommet? Vous l'aurez également deviné, la monnaie. C'est formidable. Einstein disait: la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Vous nous dites donc que ce sommet pour transformer la finance mondiale, ce sommet qui souhaite renouveler Bretton Woods et qui a eu lieu la semaine dernière ici en France, ce sommet s'est fait avec des protagonistes qui sont en fait issus de l'ancien monde. Donc, exactement. Il y a un petit problème. Exactement. Et en fait, c'est devenu quasiment systématique. Pour traiter un problème, on fait appel à des personnes qui sont en conflit d'intérêts, en espérant, on ne sait comment, que l'on va régler le problème, on va arriver à une nouvelle solution. Le sujet déjà abordé juste avant des institutions de Bretton Woods, il n'est d'ailleurs même pas posé sous la forme de questions dans le programme. Le 22 juin à 11h45, on pouvait aller écouter un débat entre le FMI et la Banque mondiale sur le thème: renforcer le soutien des institutions de Bretton Woods dans un monde secoué par des crises. A-t-on interrogé le rôle de ces organisations dans les crises en question? Y a-t-on parlé du rôle souvent délétère des politiques d'ajustement structurel du FMI? Dans un sommet dont un des thèmes est, je cite, l'insoutenabilité des dettes mondiales, il n'est pas illégitime d'interroger la responsabilité de ces organisations dans la dette contractée par les pays du Sud, je pense, puisque, on le rappelle, le FMI et la Banque mondiale sont parmi les premiers prêteurs internationaux et qu'ils ne prêtent pas gratuitement, évidemment. Autre exemple, la question: quel est le rôle pour les banques centrales? Question épineuse. Eh bien, elle est posée à Christine Lagarde, présidente de la BCE. C'est formidable. Donc, vous vous doutez bien qu'elle a eu un avis clairement hétérodoxe sur son propre rôle. Oui, enfin en même temps, heureusement que ces institutions participent à un sommet visant à réformer la finance mondiale. On en aura besoin de ces institutions. Et puis ça ne les empêche pas, ces institutions, de se transformer et se réformer. La BCE, par exemple, elle se fixe désormais des objectifs climatiques. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Tout le monde change. Il faut leur donner une chance. On aura besoin d'eux, Alexandre. Mais tout à fait. L'avis de la Banque centrale sur l'inflation, il est légitime. Ce qui est moins légitime, c'est que ce soit la seule à être écoutée en permanence et sans contradiction. Si on interroge la BCE, dont le mandat est de gérer la stabilité des prix et donc dont la crédibilité dépend du niveau de l'inflation, eh bien, on nous a dit successivement qu'il n'y a pas d'inflation, que c'est une fake news, puis c'est une bosse temporaire. Finalement, elle est venue de nulle part. Je reprends les propos de Christine Lagarde, qu'elle va redescendre rapidement. En fin de compte, elle est bien là, mais c'est pas de notre faute, puisque c'est la faute des méchants salariés, puisqu'ils devraient se serrer la ceinture et ne pas demander des hausses de salaire, ou plus récemment des méchants patrons qui font des profits évidemment extravagants. Évidemment, le discours est adaptable en fonction du public et de qui vous voulez satisfaire. Le président kényan était là quand même. Voilà. Enfin, il n'y avait pas que les grandes institutions financières et c'était pas que de l'entre-soi, on est d'accord. Malgré tout, le président kényan, William Ruto, était présent. Et tout à fait, effectivement, avec une séquence qui était très intéressante dans laquelle le président du Kenya, donc William Ruto, il s'est exprimé face à la directrice générale du FMI. Et le Kenya, lui, n'existait pas lors de la conférence de Bretton Woods. Et c'est un des problèmes, c'est que justement, beaucoup de pays n'existaient pas dans la conférence de Bretton Woods. Donc en fait, il demande aujourd'hui à ce que ça change. Donc je vais citer cet ami William Ruto. Nous avons besoin d'une taxe sur les transactions financières à un niveau mondial où même les pays comme le Kenya payent. Nous ne voulons rien de gratuit, nous paierons à la mesure de nos moyens et nous voulons que ces ressources ne soient pas contrôlées par le FMI et la Banque mondiale, car c'est vous qui y avez le dernier mot. Nous n'avons pas notre mot à dire, nous voulons une autre organisation entre égaux, où vous avez votre mot à dire parce que vous payez, autant que nous avons notre mot à dire parce que nous payons aussi. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle architecture financière où la gouvernance et le pouvoir ne sont pas dans les mains d'une poignée de personnes. Fin de citation. Donc un rejet du FMI et de la Banque mondiale, qui sont pourtant d'ailleurs présentés en Occident comme étant la panacée dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement des pays du Sud. Alors si je peux me permettre, si M. Ruto cherche une nouvelle infrastructure financière où la gouvernance, le pouvoir n'est pas dans les mains d'une poignée de personnes, eh bien je crois qu'il faut que quelqu'un lui parle de Bitcoin. Ah oui, je cherchais le lien de tout ça avec Bitcoin. Exactement, on y arrive à la fin, toujours. Ouais. Je ne déçois pas sur ce sujet. Parce que Bitcoin est décentralisé. Enfin, parce que le Bitcoin est, en tout cas... d'ici à ce qui régule la finance, quand même. C'est le propos de William Ruto, c'est qu'il ne faudrait qu'il soit moins volatile, quand même. Que ce soit contrôlé par d'autres. En fait, c'est une question géopolitique. C'est que
si les ressources sont contrôlées par des gens et que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe, on peut estimer qu'on peut trouver un système plus juste, ou en tout cas qui ne soit pas, par exemple, l'étalon national d'un autre pays qui peut créer de l'argent comme il veut, par exemple. Bon, Valentin, Bitcoin, solution à tout, c'est la vision d'Alexandre. Tous les chemins mènent au Bitcoin. Ça mérite d'être vu en replay pour bien apprécier effectivement tout. Vous voulez dire que c'était un peu long? Je demande les coulisses. Je demande pas. toujours à Alexandre d'être un peu plus court. C'est compliqué. J'ai pas besoin de marionnettes. Ah, mais c'est toujours intéressant, mais non, c'était très bien, mais effectivement. Un poil long, non? Toujours, non, pas du tout. Vous me ferez pas dire, Guillaume. Je tiendrai bon. C'était très bien, mais ça mérite d'être revu en replay quand même pour en comprendre tous les aspects. J'ai été coupé d'une partie. Les gens ne le savent pas, mais vous avez été censuré. J'ai été censuré. Je crie, je hurle. Voilà. Scandale. D'ailleurs, là, on ne vous a pas entendu. Et pour ceux qui nous regardent à la télévision, un reportage sur les langoustes pendant qu'on parlait. Ceux qui nous regardent à la télévision, vous apercevez que Alexandre est en Bermuda. Voilà. Exactement. C'est un combat politique. Les hommes ont le droit de porter autre chose que des pantalons. Et vous avez tous les deux la même chemise d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez le même fournisseur. La sienne est repassée. C'est la différence. Magnifique. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alexandre Sachenko, donc auteur de Bitcoin et crypto-monnaie facile. Aux éditions First, magnifique. Un super livre, je dis ça sans biais. Et Valentin Demey pour Cryptost, auteur chez Larousse de Bitcoin et autres crypto-monnaies, bien comprendre avant d'investir. Il va falloir qu'on fasse un remake tous les deux. Merci Guillaume. Ils sont concurrents, ils se vampirisent, ils se cannibalisent. Merci de nous avoir accompagnés à tous les deux. Valentin, c'était votre dernière de la saison. Tout à fait. L'an prochain, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Et ça, Alexandre, bien sûr, dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Vous êtes encore là au mois de juillet? Normalement. Bon, prenez pas de vacances? Moi, je prends jamais de vacances. Bah voilà. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Ils sont quand même complémentaires, puisque Valentin, lui, est souvent en vacances, puisque c'est déjà sa dernière. Mais c'est pour ça que j'arrive à être plus rapide et moins frustré qu'Alexandre. Merci Guillaume. Je vais avoir le dernier mot. Merci de nous avoir accompagnés.